BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, bon week-end, merci d'être là, un vrai plaisir que de vous retrouver pour, vous le savez, votre rendez-vous du samedi et du dimanche sur la tech, De quoi je me mêle, à la fois à la radio, à la télé, sur BFM Business le samedi et le dimanche, mais dès le vendredi, en exclu et en priorité rien que pour vous sur la chaîne YouTube de Tech Co et en podcast audio avec cerise sur le gâteau pour le podcast audio, le petit module bonus qui vous attend, qui est rien que pour vous. Avec au sommaire de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, eh bien un point sur la stratégie de la maison connectée de Leroy Merlin, qui est active depuis pas mal d'années dans ce domaine et visiblement veut accélérer sur ce sujet. On fera le point avec mon invité, le DG de Leroy Merlin, qui sera avec nous. Et puis je vous rappelle que vous pouvez réagir au contenu de cette émission avec le hashtag DQJMM. Encore une fois, merci d'être là, d'être fidèle à De quoi je me mêle et bienvenue. Et un bon gros club de la presse IT pour commencer avec cette semaine, eh bien Anthony Morel qui est là. Salut Anthony. Salut François, salut à tous. Le retour d'Anthony Morel. Mais oui. Tout va bien ? Bah ça va, écoute, ravi de te retrouver. Bah écoute, pareillement Anthony, que vous pouvez retrouver le matin sur BFM Business et la mi-journée sur RMC. Et on a le plaisir d'accueillir aussi un ami, un vieil ami de quoi je me mêle, c'est Emmanuel Paquette. Salut Emmanuel. Salut François, bonjour Anthony. Salut. C'est vrai qu'on se suit depuis pas mal de temps, mine de rien. Un peu, ouais. On va pas dire combien de temps du coup. Emmanuel Paquette qui est journaliste à L'Informé, un excellent média qui est payant. Alors c'est son seul problème, mais l'avantage c'est que vous avez des informations Bien premium payé Emmanuel. Ouais, c'est ça. sur toute la... Voilà, il se donne pas comme ça. Bah non. Emmanuel. Voilà, il faut mettre le prix. En tous les cas, je vous invite à découvrir ce média qui est disponible évidemment sur le web, Exactement. et sur mobile, appli, etc. Voilà, L'Informé. Alors dans l'actu, plein de choses aujourd'hui. Dans quelques instants, on va parler d'Apple qui pourrait prendre le virage de la maison connectée. C'est très intéressant. On évoquera aussi eh bien, Google qui a dévoilé accidentellement une nouvelle fonctionnalité intéressante. On parlera aussi de lunettes connectées. Mais pour débuter, des images. Alors, si vous êtes avec nous en vidéo, vous allez vous en prendre plein la vue. Anthony, LG a surpris tout le monde avec un truc incroyable. LG qui a on va dire, une réputation de faiseur d'écran un peu waouh. Oui, hein. ça, c'est vrai. Ils ont une division LG Display qui est très reconnue mondialement, évidemment. Avec de l'OLED, bien évidemment. Un peu comme Samsung, d'ailleurs, qui est très bon aussi dans ce domaine-là. Ils se tirent la bourre, tous les deux. Vous savez que c'est vraiment deux féroces concurrents en Corée du Sud. Et donc, ils ont sorti un écran, enfin sorti, c'est même pas ça. non, dévoilé. C'est un concept. Ouais, bien sûr. D'écran étirable. Alors, étirable, parce qu'on commence à s'y perdre, parce que tu as les smartphones pliables. Non, là, c'est autre chose. C'est vraiment un écran que tu peux quasiment tordre, chiffonner. C'est quasiment un torchon, quoi. Je caricature un tout petit peu, mais il est tellement fin et tellement malléable qu'on peut vraiment le tordre en tout sens. Et c'est vrai, alors pour ceux qui nous regardent, c'est pour ça qu'on en parle en premier, c'est parce que l'effet waouh est quand même là. Quand on voit les images, on en prend quand même plein la figure. Alors c'est vrai que sur les grands salons tech sur lesquels on a l'habitude d'aller tous les trois, on a souvent des concepts d'écran qui ressemble un petit peu à ça, mais alors celui-ci, il pousse le concept vraiment très loin, puisque tu peux l'étirer de 50% de sa taille d'origine. Donc en gros, c'est un écran... C'est un peu comme un élastique. C'est comme un élastique, ouais, exactement. On peut le résumer comme ça, comme du caoutchouc. Tu as 12 pouces, un écran de 12 pouces, donc un grand écran de tablette, et tu tires dessus, et tu te retrouves avec un écran de 18 pouces qui va conserver toutes ces caractéristiques d'affichage, quoi. Donc c'est absolument dingue. On peut imaginer plein de cas d'usage. Alors est-ce que ça préfigure les smartphones du futur? Peut-être, tu vois, aujourd'hui on a les téléphones encore une fois pliables, pliants, et demain on aura peut-être des téléphones étirables. Alors après il faut ajouter la batterie, tout un tas de choses, évidemment c'est plus compliqué que ça, mais ça permet peut-être d'imaginer les téléphones de demain, ou alors, et apparemment ça fait partie des scénarios imaginés par LG, des wearables, donc des vêtements sur lesquels on pourrait intégrer directement ces écrans. L'exemple qui était donné, c'était les uniformes de pompiers qui pourraient voir s'afficher des informations contextuelles en fonction de ce qui se passe, tu vois, dans une intervention. Peut-être qu'ils pourraient recevoir des informations directement sur leur uniforme ou en envoyer à leurs collègues. Enfin, on peut imaginer plein de scénarios à partir de cette technologie, quoi.
Alors, intéressant. Il nous tarde le CES de Las Vegas. Vous savez que toute l'équipe de Tech & Co, de BFM Business y sera. Hein. Anthony, tu seras avec nous, tout comme l'année dernière. Bien sûr. C'est un moment très important pour nous. Et peut-être qu'on aura l'occasion de voir cet écran étirable au CES. Souvent, c'est ça, parce que tous les grands constructeurs sont là pour montrer leurs muscles, clairement. Et donc, alors en général, tu sais, ils se jaugent les uns les autres. C'est-à-dire qu'ils apportent des trucs qui sont en réserve. Ouais. Et si Samsung sort le machin, la télé incurvée, il faut qu'ils aient la télé incurvée qui fait 2 pouces de plus, tu vois. Donc ils voient un petit peu. Donc on va voir, mais c'est très possible effectivement qu'il y ait une démonstration. Encore une fois, il n'y aura pas de date commerciale tout de suite pour ce genre de choses, mais on pourrait peut-être en avoir un aperçu sur le CES, clairement. Ouais. Emmanuel, sur ce sujet ? Oui, effectivement, moi je pense que la première application, c'est quand même le téléviseur de salon. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le téléviseur de salon, il est raccordé directement à la prise, donc il n'y a pas de problème de batterie, contrairement à tout ce qui est wearable, donc ce qui est portatif. Donc ça permet de résoudre ce premier problème-là. Le second, c'est qu'aujourd'hui, la télévision, en fait, ça plaît pas forcément à une partie du public. Ils aiment bien la faire disparaître, parce que c'est un objet qui n'est pas totalement joli. Donc là, le fait de l'étirer et de le ranger, éventuellement, ça permet de faire disparaître l'écran du salon. Ça, c'est un élément extrêmement important quand même, parce que c'est un poste de dépense déjà très important pour les foyers, qui dure assez longtemps. Et en plus, ça permet de gagner de la place, notamment dans les petits appartements. On connaît ça notamment à Paris, où on a besoin de place et on essaye de faire en sorte qu'il y ait moins d'instruments ou de produits qui prennent de la place. Donc moi, je pense que la première application sera potentiellement dans le salon avec un écran un peu plus grand. Effectivement, ça ouvre certaines perspectives. Alors, je reste un peu dubitatif parce que, il y a 20 ans déjà, on nous parlait des écrans pliables en noir et blanc, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec le e-ink dedans. Donc, c'est vrai qu'à force de vieillir comme ça, on nous fait un peu moins la... T'es blasé, Emmanuel. Non, mais les écrans pliants sont arrivés sur les smartphones, en fait. Ouais. Exactement. Et ça a mis des années. Ça a mis pas mal d'années, exactement. Puis avec des prix élevés au départ. Et puis des problèmes. Ça, à un moment donné, quand même, ça, à force d'ouvrir, de fermer, les écrans cassés. On s'en souvient un petit peu. Donc maintenant, ça s'est amélioré. Et les prix ont commencé à baisser. Mais on n'est pas encore dans un marché de masse, même s'il y a une forme de démocratisation de ce type d'écran. Et derrière tout ça, bien sûr, il y a la technologie OLED que maîtrise à la perfection LG. D'ailleurs, c'est un petit peu leur marque de fabrique, sans mauvais jeu de mots. C'est eux les numéros 1 en termes de vente de télé OLED avec des contrastes incroyables, etc., etc. Et je pense aussi que pour eux, c'est une espèce de vitrine technologique qui peut peut-être intéresser d'autres constructeurs. Parce que LG est aussi un fournisseur de technologie à des concurrents parfois les plus redoutables. Tout à fait. C'est comme Samsung d'ailleurs. Oui, absolument. C'est intéressant. Et je trouve que LG, alors c'est une marque dont on parle peut-être moins que d'autres grands fabricants d'électronique, mais elle est hyper intéressante parce que souvent ils tentent des trucs qui commercialement fonctionnent pas toujours. On l'a vu notamment dans les téléphones. Moi je me souviens, pareil, on en a fait un paquet des Mobile World Congress de Barcelone où ils montraient des trucs. Moi je me souviens des premiers, justement des téléphones. Alors ils n'étaient pas pliables, mais ils étaient incurvés. Je sais pas si vous vous souvenez du téléphone. C'était un téléphone un peu banane, on avait l'impression d'avoir une banane dans la main, alors ça n'a jamais marché, mais ils l'avaient sorti. Ils avaient sorti aussi des téléphones modulables où tu pouvais ajouter des petits blocs, donc tu pouvais changer le bloc de l'appareil photo, tu pouvais changer le bloc de la batterie, un petit peu comme le Fairphone maintenant. Ça aussi, c'était des trucs qui étaient assez enthousiasmant, je trouve, d'un point de vue de l'innovation technologique. Bon, qu'on jamais pris, ça a été des fiascos ensuite commerciaux, mais au moins ils ont le mérite de tenter des choses. On va voir ce que ça donne, en tout cas pour ces écrans étirables, quoi. Il y avait aussi une marque qui s'appelle Royol, c'est Jean-David qui réalise cette émission, qui nous rappelait ça, Chinois. C'est vrai, ouais. Et qui à l'époque avait sorti des concepts d'écrans pliables, bizarres. Tu les voyais sur des chapeaux, je me souviens, ils faisaient des démos où tu avais un chapeau avec des... C'était très kitsch, faut être honnête, mais bon, ça faisait son petit effet, quoi. Bon, en tout cas, nous serons là au CES. Est-ce que tu vas aller au CES, Emmanuel ? Non, après, non. C'est un événement que tu je l'ai fait, mais plus maintenant. C'est vrai. En tout cas, nous, on y sera. C'est les tout premiers jours de janvier, avec un dispositif exceptionnel comme chaque année, des Tech & Co tous les jours depuis le CES de Las Vegas. De quoi je me mail. Tu feras sans doute tes chroniques, Anthony, depuis là-bas. Absolument. Voilà. C'est vraiment l'avantage de cet événement, c'est qu'en plus tu vas, tu fais ton marché. Je veux dire, après, tu as des chroniques pour les semaines, semaines à venir. C'est ça. Tu remplis ta besace. Exactement. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Voilà pour cet écran LG Wahoo. Autre information intéressante, alors qui n'a évidemment pas été confirmée par Apple, comme d'habitude, mais
Voilà, une info qui provient toujours d'une très bonne source, c'est Mark Gurman, qui sait tout avant tout le monde concernant Apple, et qui a l'air de voir se dessiner une stratégie maison connectée assez nouvelle. Et je trouve que c'est assez intéressant. Oui, c'est très intéressant. Alors, on a eu 2 sources d'informations. Il y a Mark Gurman qui, effectivement, est très bien informé. Il y a Ming-Chi Kuo, qui est un analyste financier, qui, lui, a pas mal de sources du côté des fournisseurs, des sous-traitants asiatiques. Donc, voilà. Et les deux... C'est les 2 capteurs d'Apple. C'est les 2 capteurs d'Apple. C'est ça, hein. C'est les 2... je sais pas. Je pense qu'Apple, en vrai, ils aiment bien, parce que Mark Gurman, je pense qu'il a toutes les entrées pour pouvoir... Sinon, il ne pourrait pas sortir toutes ces informations-là, clairement. Plus, au bout d'un moment, il se ferait choper, tu vois. Grillé, il y a un truc, non ? Qu'est-ce que t'en penses, Emmanuel, avant qu'on continue ? Tu penses que tout ça, c'est régulé par Apple ? Ou est-ce que Mark Gurman est une épine dans le pied de la com d'Apple ? Non, je pense que c'est en partie régulé parce qu'on voit bien aujourd'hui que le cours de bourse et puis les innovations d'Apple, ça tarde à se concrétiser, en tout cas dans certains domaines. Même le casque, finalement, c'est pas très bien vendu. Donc ils ont besoin d'amener et de montrer au marché une forme de diversification. Donc je pense qu'on lance des sondes pour voir comment les marchés financiers réagissent. Et puis en fonction de ça, on peut piloter un peu la production. Tim Cook, c'est quand même un grand maître de la logistique, de l'approvisionnement et des marchés financiers, hein. Bien plus que Steve Jobs à son époque. Oui, qui était plus sur on va dire sur l'innovation, le design, etc. Voilà. Et donc là, ça permet effectivement de lancer un petit hameçon et puis voir si ça mord. Donc je pense que c'est en partie piloté, mais pas seulement, puisque comme le disait très bien Anthony, ils sont quand même aussi en lien directement avec des fournisseurs. Donc ça veut dire que des choses sont relativement avancées dans le processus. Donc il y a un peu des deux, hein, je pense. Pour terminer sur ce sujet, c'est intéressant parce que Tim Cook avait l'air visiblement de faire la chasse aux informations qui fuitaient. Au taupe. Mais je pense que... je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a viré des gens qui en fait avaient créé des filières d'informations qui sortaient, etc. etc. Donc, c'est pour ça, je pense qu'ils ont, entre guillemets, les journalistes, je ne veux pas insulter Mark Gurman, mais journalistes autorisés d'une certaine manière, qui a ses entrées, je pense, d'une manière ou d'une autre. Ils sont autorisés à fuiter. Voilà, c'est pas officiel ni rien, mais lui, je pense que clairement, il a des sources autorisées chez Apple. C'est pas comme effectivement toutes les taupes qui vont récupérer des infos à droite à gauche et qui les publient. Mais je suis complètement d'accord avec ce que disait Emmanuel. Je pense que c'est à la fois pour sonder les marchés financiers, puis peut-être aussi un petit peu le public, voir les réactions sur les réseaux sociaux, ce que disent les gens, parce que ça si joue de quoi aussi. je me mêle en parle. Ouais, exactement. Je pense que la preuve. Ils ont dû annuler 2-3 produits peut-être. Non, mais c'est vraiment l'anti-Steve Jobs, parce que Steve Jobs, je pense qu'il n'en avait absolument rien à faire de ça. Enfin, tu vois, il y avait même cette légende, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais selon laquelle il envoyait des fausses infos, enfin, il faisait bosser des équipes même sur des faux produits pour voir comment ça allait fuiter et virer les gens en conséquence. Donc, effectivement, l'époque a complètement changé de ce point de vue-là. C'était Steve Jobs, quoi. Mais en tout cas, là, apparemment, voilà, les deux semblent converger vers l'idée que Apple va vers la maison connectée, puisque Mark Gurman, de son côté, dit qu'Apple travaille sur... une sorte d'écran de contrôle domotique, donc on pourrait installer à la maison, qui serait un peu comme les Echo Show d'Amazon, vous savez. Donc en gros, c'est une enceinte connectée couplée à un écran, donc petit écran de tablette, et qui permettrait... C'est Google qui fait ça aussi avec Google fait Home. ça aussi, absolument. Donc c'est pas nouveau, hein. Pour le coup, Apple arriverait sur ce marché-là avec un outil qui permettrait de piloter la maison, donc les ampoules connectées, le thermostat, qui pourrait éventuellement à un moment être monté sur un bras robotique. Alors on ne sait pas exactement quelle forme ça prendrait, mais enfin bon, pourquoi pas, et donc il pourrait tourner dans tous les sens. Bon, pourquoi pas. Ça, c'est la première chose. Et puis de l'autre côté, on a Ming-Chi Kuo qui nous dit que d'ici 2026, Apple prévoit de lancer ses propres caméras de surveillance. Donc là aussi, on est dans l'univers de la maison connectée, avec l'idée vraiment d'aller sur ce marché et d'en produire jusqu'à 10 millions par an, ce qui est assez conséquent puisque ça représenterait un quart du marché mondial. Donc avec l'idée aussi d'intégrer dans ces outils, vous l'avez bien compris, de l'IA et notamment les dernières versions de Siri. C'est aussi peut-être pour ça qu'ils se lancent maintenant, parce qu'on a des IA qui sont beaucoup plus mûres. Quand on discute avec elles, on peut bafouiller, on peut se reprendre, ce qui n'était pas le cas avec les dernières versions de Alexa ou de Google Home. Oui, ça serait peut-être les écrans d'Apple Intelligence finalement. Voilà, c'est exactement à la fois ça. La caméra et ce produit un peu mystérieux qui sera un mélange d'iPad et d'enceinte en fait. Parce qu'on murmure aussi qu'il pourrait remplacer le HomePod. Vous savez, cette petite enceinte d'excellente qualité d'ailleurs, mais qui a du mal à décoller. Et alors, ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Apple, pour l'occasion, créerait un nouvel OS. Un OS spécial pour ce type d'objet. Ça prouve quand même qu'il y a de l'investissement et qu'ils ont une vision quand même assez puissante sur ce sujet. Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, effectivement. Après, c'est vrai qu'ils vont se heurter à un de leurs partenaires concurrents qui sont les opérateurs télécoms, notamment en France, puisqu'aujourd'hui, c'est aussi un des axes de développement des opérateurs télécoms, d'intégrer de la domotique dans les box.
de la télésurveillance, par exemple, comme on l'a vu chez Orange, qui soit relié directement à la box. Donc on voit bien qu'ils vont se marcher un peu sur les pieds avec des opérateurs qui eux-mêmes proposent l'iPhone, qui est le produit phare d'Apple, dans leur boutique. Donc ça va être un peu compliqué aussi de dire on vient vous concurrencer sur une partie de votre business. Et c'est ce qu'on voit, la tendance de fond, c'est que les opérateurs sont de plus en plus relégués à simplement des tuyaux. Puis de l'autre côté, tous ces géants américains qui essayent de prendre tout ce qui touche à la connectivité autour de la box, à la maison en tout cas, puisque là on est dans la maison. Et puis ça signifie aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est peut-être une manière de revenir sur le HomePod qui a été quand même plutôt un échec d'Apple dans la diversification des produits, et donc de revenir un peu par la fenêtre après être sorti par la porte. Donc effectivement, faudra voir ce que ça donne, sachant que tout le monde, enfin Amazon, Google, comme tu le disais, veulent en être, et les opérateurs télécoms, qu'il ne faut pas oublier quand même, puisqu'ils maîtrisent la facture et la connectivité. Ce qui est intéressant, c'est de voir plus globalement dans la stratégie d'Apple comment ça s'inscrit, c'est-à-dire que Apple, on le sait, veut absolument devenir moins iPhone dépendant. Aujourd'hui, l'iPhone, ça représente, je n'ai plus le chiffre en tête, mais ça doit être autour de 50% de leur chiffre d'affaires, donc voilà, ou même peut-être plus que ça. Et donc, leur idée, c'est vraiment d'aller vers d'autres galaxies. Dans le même panier, bien sûr. C'est tout leur problème. C'est un peu le cas déjà. Oui, c'est ça. Les services notamment qui absolument. montent en puissance. Alors c'est ça, mais ça fait quelques années, c'était vraiment la stratégie de Tim Cook de vraiment faire un gros axe sur les services. Aujourd'hui, quand vous regardez la division service d'Apple, on ne va pas entrer dans les chiffres, mais c'est juste cette division-là, elle a un chiffre d'affaires qui est aussi gros que celui d'entreprises comme Tesla ou comme LVMH. C'est absolument conséquent, c'est énorme. Ils ont aussi cloud, etc. Le cloud, les applications, les séries, les films, etc. Et il y a la division accessoires aussi, avec les AirPods, avec les montres. Et en fait, là, cette nouvelle catégorie, elle va un peu entrer dans les deux. C'est-à-dire que vous allez avoir à la fois du hardware, donc les caméras de surveillance, et puis les caméras de surveillance, tu peux vendre du service avec, tu peux vendre un abonnement, iSurveillance, je sais pas quoi. Et donc là, pour le coup, ça remplit vraiment les deux cases. Et donc de ce point de vue-là, je pense que pour Tim Cook, il voit aussi un intérêt qui est évident. On verra bien. Après, c'est un domaine qui est assez compliqué. On voit que Amazon a du mal avec Alexa, les assistants vocaux, parce que forcément il y aura un assistant vocal dans ce système-là. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus bankable chez Amazon. Mais c'est aussi parce que les IA n'étaient pas au point. Enfin, franchement, Alexa, on s'en rend encore plus compte à l'heure de ChatGPT, Gemini et la nouvelle version de Siri, mais on se rend compte à quel point c'était archaïque et un peu nul en fait. Enfin, tu vois, Alexa, quand tu lui parlais, moi j'en ai une à la maison. Comprends rien, une fois sur deux, faut reprendre la phrase. Si tu as le malheur de te reprendre en plein milieu de ta phrase, c'est pas la peine, faut recommencer. Si tu veux changer, si tu as changé d'avis, il faut que tu refasses la requête. C'est un peu comme faire une recherche sur Google, finalement, tu lui parles comme à une machine, alors que les nouvelles versions de ces produits, avec les nouvelles IA embarquées, tu pourras leur parler quasiment comme tu parles à un humain. Ouais. Et ça pourrait quand même booster l'adoption, parce que vraiment, tu auras une interaction qui sera quand même largement facilitée par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc peut-être que ça peut augmenter leur adoption. Ouais. Voilà, la bataille des assistants vocaux est en place. Et si Apple commence vraiment à bomber du torse, là, ça va être chaud. Ça va être intéressant de voir. Et puis, quel est le modèle économique derrière ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Amazon voulait nous faire payer en fait l'Alexa boosté à l'IA. Ouais. Est-ce que Apple va aussi rentrer là-dedans en disant, tiens, pour 5 € de plus, vous avez des services supplémentaires grâce à Siri, boosté à ChatGPT. Enfin, ça va être très très intéressant de voir ça. Et ce qu'il y a d'amusant aussi, c'est que tout ça devrait arriver assez rapidement. C'est 2026 pour la caméra. Voilà, et 2025, je crois, pour et mars 2025 pour l'écran de maison connectée. Bon, on verra bien. Puisqu'on est chez Apple, autant y rester. Avec cette fois-ci, on va dire, les relations un peu tendues entre Apple et la Commission européenne. Vous savez que Apple est attaqué de toutes parts concernant le DMA, un nouvel App Store, enfin des App Store alternatifs, en tout cas plus précisément, et pas mal de choses aussi, l'ouverture d'Apple Pay, enfin il y a plein de choses. Et là, la dernière, petite tocade en date de la part de l'Union européenne, c'est le géoblocking. Emmanuel, est-ce que tu peux nous expliquer ce dont il s'agit ? Oui, en fait, c'est très simple. Tout le monde, tous ceux qui ont un iPhone en tout cas ou un iPad, utilisent l'App Store, très probablement, pour télécharger des applications. Et en fait, quand vous vous connectez depuis votre pays, vous n'avez que les applications qui sont gérées par Apple dans le pays d'origine. Donc, et vous n'avez pas exactement les mêmes choses quand vous êtes en Espagne, en Allemagne, en Angleterre. Enfin, Angleterre n'est plus dans l'Europe, mais donc vous n'avez pas exactement les mêmes applications. Pour la Commission européenne, et notamment tout ce qui est attrait à la consommation, à la protection du consommateur, ils estiment que c'est un frein à la liberté
du consommateur européen de pouvoir accéder de manière libre et non discriminatoire, on peut dire, aux applications de tous les pays européens. Donc, ils demandent à Apple d'entamer une discussion. Ils ont 1 mois pour le faire, donc d'ici décembre, pour lever ce géoblocking. Alors, il y a 3 axes qui est reproché aujourd'hui à Apple par l'Europe. Le premier, c'est effectivement, c'est difficile de changer de pays dans l'App Store. C'est possible de le faire quand même dans les réglages, mais il faut un peu bidouiller un petit peu, rentrer dans les menus. Il faut vraiment le vouloir. Voilà, exactement. Ça ne se fait pas de manière, disons, aisée. Le deuxième élément, c'est que le paiement, c'est-à-dire qu'en plus, on ne peut payer qu'avec la carte bancaire du pays, donc une carte française sur l'App Store français. Mais si on a une carte bancaire espagnole et qu'on est en France, ça va être plus compliqué de payer. Donc ils veulent que tous les systèmes de paiement européens puissent permettre de payer sur l'App Store. Oui, qu'il y ait une porosité. Qu'il y ait une porosité, voilà, c'est ça. Et puis je suis en Espagne avec une carte française, je peux payer en fait. Exactement, qu'il n'y ait pas de... Et vice-versa, exactement. Okay. Et le dernier élément, c'est d'avoir les applications espagnoles dont tu parlais, par exemple, qui soient aussi disponibles sur l'App Store français et qu'il n'y ait pas forcément des freins pour les développeurs pour attaquer le marché européen. Donc ça semble assez légitime comme demande. On va voir ce que Apple va répondre. Ils vont probablement dire qu'il y a des problèmes de sécurité d'un pays à l'autre. C'est toujours l'argument qu'ils mettent en avant. Souvent ça. Mais à mon avis, c'est pas le truc le plus compliqué qu'ils pourraient régler. Non, c'est ça. Parce que non, je pense pas. C'est vraiment là pour le coup, pour moi c'est du bon sens et ça va dans le sens du consommateur. Autant moi j'ai pas mal critiqué justement les décisions de l'Europe vis-à-vis d'Apple parce que on voit bien dans le cas que tu donnais donc le side loading, le fait d'avoir des boutiques d'applications alternatives ou le fait d'ouvrir le Apple Pay. Effectivement, on peut avoir des arguments de sécurité. On peut dire aussi que ça bordélise finalement l'écosystème Apple. Ça le transforme en une sorte d'Android bis alors que Apple a son identité. Voilà, c'est un écosystème fermé. Et puis les gens ils choisissent. S'ils veulent un écosystème ouvert, ils vont Android. Et puis s'ils acceptent Apple, ils acceptent l'écosystème fermé. Mais là, on a vraiment un truc qui est finalement du bon sens. Ouvrir les applications à tout le monde dans tous les pays. Bon, pourquoi pas. C'est un peu comme quand ils ont... C'est vrai, il faut voir aussi les côtés positifs du fait que l'Europe pousse des fois Apple dans ses retranchements. Moi, on peut comparer ça à l'USB-C quand ils ont poussé Apple finalement à changer leur connectique. Ça a été bon finalement pour tout le monde. Donc il y a du bon et du moins bon. Faut juste faire le tri, quoi. Ouais. Il y a aussi, je crois, une partie éditorialisation qui est différente d'un pays à l'autre. Ah, totalement, oui. Ouais. Et je crois que l'Europe ne veut plus ça. C'est-à-dire qu'on aurait une éditorialisation européenne quand vous êtes, par exemple... Qu'est-ce que tu appelles éditorialisation ? Tu sais, tu arrives sur l'App Store, enfin, tu n'as pas d'iPhone, mais quand tu arrives sur l'iPhone et que tu lances l'App Store, tu as en fait toute une partie éditorialisation des applis. Ah oui. Voilà, Apple va te pousser des applications, etc. etc. Il y a la présentation, quoi. Présentation avec des thématiques, gaming, musique, etc. Et l'Europe souhaite qu'il y ait cette même éditorialisation dans tous les pays, en fait, que ce soit même partout. Bon, ça, pour le coup, c'est... Ouais, bon, après, c'est moins... Alors non, parce qu'on revient sur un autre sujet qu'on avait déjà traité ici, qui sont les chaînes de télévision en délinéarisé. Parce que l'idée, c'est de dire que chaque chaîne de télévision, aujourd'hui, sont plutôt des chaînes de télévision locales. Par exemple, le groupe BFM, c'est juste en France, c'est pas en Allemagne, etc. Il y a la langue qui est quand même le premier frein. Évidemment. Et donc, l'idée, c'est de dire, s'il y a une éditorialisation des médias, il faudra mettre en avant les chaînes de télévision françaises, France Télévisions, etc., avant peut-être même Netflix, Disney+, et compagnie, pour que quand vous ouvriez votre App Store, vous ayez en fait des contenus locaux et pour qu'il y ait une forme de diversité culturelle, une exception culturelle qui continue à vivre et pas que les contenus français pour la France, allemands pour l'Allemagne, etc. soient très très loin dans donc la page sur laquelle vous atterrissez lorsque vous ouvrez votre App Store. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu n'as que les applications internationales finalement qui parlent à tout le monde. Quoi. Et après, le reste, c'est très très loin. Voilà. Ça pose question justement sur la mise en avant des contenus français, pour la France en tout cas. Ouais. Bon. On verra bien. Donc ça peut être bon pour vous. Oui, c'est ça. On va peut-être remonter dans le référencement, dis donc. Ouais, on sera à côté des médias allemands. Écoute. Non, mais alors j'ai rien contre les médias allemands. C'est pas ça. Mais je comprends mieux ce qu'on raconte nous que ce que disent les Allemands. Quoi. Des quash mes mails. Des quash mes mails. Sympa, tiens. Tiens, un mot sur les autres mesures qui sont exigées par l'Union européenne, l'App Store alternatif. Est-ce qu'on a des retours là-dessus ? Parce que ça y est, c'est effectif. Aujourd'hui, sur un iPhone, on peut installer des App Store alternatifs. Il y en a quelques-uns qui existent. Il y a celui d'Epic,
notamment avec les jeux Fortnite, etc. On a vous avez des échos sur le décollage ou non de ces fonctionnalités? D'un point de vue purement empirique, en tout cas, les gens que je connais, j'ai pas l'impression qu'ils se soient rués dessus. Mais c'est le seul retour que j'ai pour l'instant. Donc non, mais t'as raison, faudrait enquêter là-dessus. J'ai pas la réponse. Voilà, et en espérant un jour qu'Apple puisse débloquer toutes les fonctionnalités que les Américains vont bientôt avoir avec Apple Intelligence, et qui vont arriver au compte-gouttes en France, en Europe, pas avant l'année prochaine. Avril 2025. Donc là aussi, on se rend compte qu'il y a quand même, on va dire, des continents à deux vitesses et des innovations à deux vitesses. Dans l'actualité, il y a aussi les lunettes connectées. On en parle souvent dans De quoi je me mêle parce que c'est un sujet qui a l'air de crisper et de passionner en fait tous les géants de l'électronique en ce moment. On l'a vu avec Meta qui est en train de réussir son pari avec les Ray-Ban Meta qui cartonnent vraiment. D'autres commencent à s'y intéresser. Baidu, Amazon, on parle d'Apple aussi. Je pense que tu l'as évoqué il y a quelques temps. Quelques temps de cela. Il y a une espèce de... Moi je fais Amazon, tu fais Baidu ou tu... Il y a une espèce de hype autour de la lunette connectée. Non, c'est intéressant, on a l'impression que c'est un nouveau marché qui est peut-être en train de naître, alors qu'il y avait commencé à naître au moment des Google Glass, mais sauf que les Google Glass, personne n'en avait voulu. Et puis 10 ans plus tard, peut-être que parce que les technologies sont plus prêtes en termes de miniaturisation, on a des lunettes qui ressemblent à des lunettes. Ray-Ban, c'est quand même des jolies lunettes. T'as pas l'impression d'avoir un truc de cyborg, t'as des vraies lunettes sur le nez. L'intelligence artificielle embarquée qui est évidemment beaucoup plus performante et qui permet de donner des fonctionnalités très intéressantes, le fait de pouvoir analyser l'environnement qui vous entoure. Et donc du coup, on a des gens qui commencent à les acheter, ces lunettes. On a déjà dit que aujourd'hui, par exemple, chez Ray-Ban, les Ray-Ban Meta, c'est leur modèle le plus vendu. Ils ont plein de modèles, mais c'est le modèle qui se vend le plus. Donc ça veut bien dire quand même que, sans être encore complètement mainstream, ça commence à arriver. Et les concurrents doivent commencer à regarder les chiffres. C'est ça. Et se dire, waouh, ça décolle chez Meta. Il faut absolument qu'on y soit, quoi. Et donc du coup là, alors ce qu'on a appris, c'est qu'effectivement Amazon semble aller dans une direction un petit peu différente, parce que Amazon, pour le coup, eux, leurs applications, elles seraient plus professionnelles. En gros, ce qu'ils veulent sortir, c'est des lunettes qui seraient à disposition de leurs livreurs, et c'est des lunettes qui permettraient de les guider sur le dernier kilomètre, le moment où ils arrivent, ils ont le camion, ils viennent de se garer, et puis il faut qu'ils apportent le colis à l'étage de la personne. Et là, il y a toujours ce truc, alors où est-ce que je suis ? Attends, est-ce qu'il faut que je tourne à droite ou à gauche ? C'est cette entrée-là, c'est quel ascenseur ? Et donc là, en fait, tu aurais le guidage directement dans les lunettes. Donc, truc de fou, tu vois. En réalité augmentée, on peut imaginer. Et donc là, ils auraient... alors, il faut que tu... Vas-y, entre. Là, t'es dans le hall. OK, porte d'entrée, tu prends la deuxième porte. OK. Là, c'est comme un Waze... un Waze interne, en fait. Ouais, exactement. Donc, ça, c'est dingue. Enfin, alors, je sais pas sur quelle technologie ils vont se baser, parce que je pensais en termes de GPS pour l'intérieur des bâtiments, pour le coup, pour savoir où tu es par rapport à l'ascenseur. Là, il faut prendre tel couloir. Franchement, je sais pas comment ils vont s'y prendre d'un point de vue technologique. Tu peux le faire avec le Wi-Fi des box, en fait. Ah ouais, peut-être avec le Wi-Fi. Des box, il faut que tu aies les codes, tu vois. C'est toujours pareil. Il y en a pas mal qui sont ouverts quand même. Non, mais de toute façon, puis tu as le signal de localisation du Wi-Fi. Donc ça te suffit en fait d'avoir juste la box pour localiser. Tu n'as pas besoin d'accéder au réseau internet du Wi-Fi. Enfin, de ce que je sais, techniquement. Mais donc, c'est un élément qui peut être intéressant. Le deuxième, en fait, pour Amazon, c'est aussi de dire que le livreur, quand il pose le colis, il peut prendre une photo pour dire que le colis a bien été livré. Et comme il y a des contestations aujourd'hui des consommateurs qui disent... Mais ça arrive de plus en plus d'ailleurs. Et qui veulent se faire rembourser, etc. Là, au moins, la photo sera envoyée. Il y aura une preuve de livraison effective. Alors après, effectivement, il y a aussi Baidu, donc le moteur de recherche chinois, qui a annoncé en fait préparer aussi des lunettes pour l'année prochaine sur le marché chinois. On ne sait pas exactement avec qui, parce que pour l'instant, ils sont restés assez avares de détails, mais avec leur intelligence artificielle qui s'appelle Ernie, qui sera intégrée directement dans les lunettes. Donc c'est vrai que ça peut être aussi... faut regarder ce que vont faire les Chinois sur ces technologies-là. Alors, il faut voir aussi qu'Amazon avait déjà ces lunettes aussi grand public, qui s'appellent EcoFrame. Alors, Reuters annonce qu'il s'en serait vendu 10 000 exemplaires. Ouais, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, voilà, c'est ça. Ah ouais, à l'échelle d'Amazon, c'est costaud. Surtout ce qu'ils ont dû en offrir à leurs salariés. Donc, à mon avis, ça en laisse pas beaucoup vendu dans le groupe. 900 qui ont été offertes. Exactement. Et quand on regarde un des pionniers qui était Snapchat, avec les Spectacles, ça n'a jamais été aussi un gros succès. La question, c'est ce que disait Anthony, c'est quand tu achètes les lunettes connectées Meta, est-ce que tu n'achètes pas les Ray-Ban et dans les Ray-Ban, il y a Meta ? Ou plutôt que j'achète Meta
et c'est des Ray-Ban. Et j'ai l'impression qu'en fait, le nom Ray-Ban est plus important finalement que la technologie à l'intérieur. Si en plus il y a la technologie, je peux rajouter. En fait, c'est des Ray-Ban augmentés. C'est des Ray-Ban augmentés. Mais ça reste des Ray-Ban. Voilà, c'est pas des lunettes. Mais ça a été leur coup de génie de s'allier avec Luxottica, et ça a été vraiment très malin de ce point de vue-là. Mais c'est ce que vont faire sans doute les autres. Oui, sûrement. Ouais. Mais tu vois, la question pour les livreurs, c'est celle aussi de l'acceptabilité. C'est-à-dire, t'as des livreurs, ils portent pas de lunettes. Donc là, il va falloir qu'ils mettent des lunettes, tu vois, qu'ils acceptent ce truc-là. Si ça leur fait gagner du temps et que ça leur apporte du confort. Ouais, ça va faire gagner. Oui, c'est quelques secondes, mais ça leur permet de peut-être de porter pas avoir le colis dans la main et puis le téléphone dans l'autre pour essayer de trouver le GPS. Enfin bon, c'est un côté un peu plus pratique, mais l'idée c'est surtout pour Amazon de gagner en productivité et d'avoir des colis qui se livrent quelques fractions de secondes plus tôt, quoi. Mais enfin, tout est bon à gagner pour Amazon. On est vraiment de toute façon dans ce défi de la logistique et du dernier kilomètre. J'étais à Nashville il y a peut-être un mois avec Amazon, justement, ils montraient les dernières innovations pour accélérer la livraison des colis, parce que vous savez que l'expérience utilisateur, la satisfaction client, c'est l'obsession chez Amazon. Et quand on le dit, c'est pas que le fait de le dire, c'est vraiment dans leur Bible. Vraiment, c'est l'obsession du client. Et en fait, c'est Jeff Bezos qui avait mis ça en place. Il sait très bien qu'un client conquis, c'est un client que tu as à vie, finalement. Je crois que tu avais cette légende urbaine aussi où, tu sais, quand il faisait des réunions de Jeff Bezos, il y avait toujours un siège vide. Oui. C'était le siège qui représentait le client. Le client, c'est ça. Et donc là, ils présentaient leur navette électrique Rivian, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ils avaient installé une nouvelle technologie dans la navette qui, en envoyant des lumières de différentes couleurs, indiquait en fait au livreur quel colis prendre à l'endroit où il s'était arrêté. Ah ouais. Parce que évidemment, quand il commence sa livraison de colis, il a plein de colis, le livreur dans son truc. Et là, il y avait des petites lumières qui lui disaient soit rouge, c'est pas là. Quand c'est vert, c'est ton colis, il faut que tu le prennes parce que tu es arrivé à bon port pour le livrer au bon endroit. Oh là là. C'est incroyable. Ouais, c'est dingue. Et alors, il y avait des petites démos, c'était dingue. Tu avais plein de colis, tout était rouge, et dès que tu bougeais les colis, paf, il y avait une lumière verte. Il prenait son colis, c'était le bon, et il pouvait le poser en fait chez le. C'est incroyable. Chez Quand tu couples ça avec l'histoire des lunettes, alors à la fois je trouve ça génial parce que tu te dis, ok, c'est un gain de pratique en fait pour le livreur, et en même temps tu te dis, il y a quand même une course à la productivité qui est pour le coup assez dingue. C'est-à-dire que le livreur, t'imagines la pression qu'il a. C'est-à-dire qu'il faut plus qu'il perde une seconde. Il arrive, t'as le petit point vert qui s'allume, hop, faut que je prenne ce colis-là. Après, t'as les lunettes qui me disent, allez, tourne à droite, machin, et puis qui te chronomètrent ta course, quoi. C'est quand même assez chaud aussi. C'est-à-dire qu'il faudrait pas qu'il ait plus de colis à livrer à cause ou grâce à ces technologies. Ça va être c'est l'objectif. Ça va être l'objectif. C'est ce qui va se passer. Ouais. Je sais pas si vous avez lu aussi, il y a cette petite news qui est passée, comme quoi Amazon accélère aussi sur la livraison par drone. Il y a un État, il y a un État en fait aux États-Unis, je ne sais plus lequel, où il commence à généraliser. En fait, quand tu es sur l'appli, dans cet état, tu peux choisir une livraison par drone si tu es dans la zone en fait, de livraison qui est de plusieurs kilomètres. Et en fait, le drone arrive à livrer des colis de jusqu'à 2,5 kg, ce qui est quand même énorme. Et je discutais avec un expert de chez Amazon qui disait que les colis de moins de 2,5 kg, ça représente 90% en fait, de la livraison des colis. Donc, en fait, ça peut toucher énormément de monde. Et donc, Amazon, on n'en parle pas beaucoup, mais continue d'expérimenter ce type de livraison. Et puis l'élection de Trump avec Elon Musk, ça peut les aider, puisque comme Musk veut tout déréguler, il va peut-être déréguler aussi ça. Tout ce qui est transport urbain, et notamment pour les drones. Donc, ça risque de creuser encore un fossé plus grand entre les États-Unis et l'Europe. Pour le coup, là il va y avoir une accélération technologique avec Musk qui est évidente. Parce que s'il y arrive. S'il y arrive, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on aurait pu parler de ce sujet-là, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus politique que tech finalement. Et c'est vrai qu'il y a des angles intéressants aussi sur la tech. Enfin, je pense qu'en tout cas sur la dérégulation, pour lui, ça va être formidable. C'est-à-dire que tout ce qui est pour les voiture fonctionnaires américains, un peu moins. Peut-être un peu moins. Il va sortir la hache, la tronçonneuse comme. Ça va être chaud. Bien sûr, pour les robotaxis, c'est extrêmement important. Ah bah oui, bien sûr. Les robotaxis. Il va gagner, je sais pas, 1 an ou 2 ans. Sans problème. Facile, quoi. Sans problème. Ce qui est peut-être pas forcément une mauvaise chose. Non, clairement pas. Là, mais ça on verra s'il y a des accidents. On verra. Pour terminer, tiens, une petite news issue de Google, Anthony, qui a dévoilé accidentellement une fonctionnalité liée à l'IA. Accidentellement. Un peu comme Mark Gurman, c'est ça d'Apple. Non, mais à chaque fois, ils nous font le coup, Google, ils dévoilent des trucs accidentellement. Alors, soit ils ont vraiment les pires stagiaires du monde. J'ai laissé la vitrine ouverte. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment est passé devant. Je crois que là, ça devient un peu gros.
gros parce qu'à chaque fois qu'il y a une news à Google, c'est souvent sur les pixels d'ailleurs, tu sais, où tu as toutes les infos tout le temps avant et tout. Et là, je pense que c'est un petit peu la même chose, d'autant que, en fait, cette technologie. Anthropic, donc l'IA, le concurrent d'OpenAI, avait présenté une technologie très similaire il y a 3 semaines ou un mois, on en avait parlé d'ailleurs. Financé par Amazon. Financé par Amazon, exactement. Donc c'est vraiment, je réponds du berger à la bergère. Quoi. Je pense que c'était vraiment ça l'idée, c'était de répondre. Et donc, alors pour expliquer rapidement, donc c'est Jarvis, le nom de cette IA de Google, donc j'ai une petite référence évidemment à Iron Man. Et donc c'est une IA qui peut surfer sur le web à ta place. C'est-à-dire, en gros, prendre le contrôle de ton ordinateur pour faire ce dont tu as besoin. Il va bosser pour toi. Donc, l'exemple concret... Tu lui parles, tu lui dis, tiens, va sur le site de Tech & Co. Tu lui écris un prompt et tu peux lui dire, en fait, par exemple, réserve-moi un week-end en Corse. Voilà. Réserve-moi un week-end en Corse. Ça commence bien, déjà, c'est une bonne idée. Voilà, je savais que ça te plairait, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette destination. Tellement bien, donc, Anthony. 3 jours avec tel budget, et puis je voudrais avoir le coucher de soleil sur Ajaccio, le meilleur restaurant pour avoir la vue et tout. Et en fait, tu vois l'IA qui bosse pour toi. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois le curseur de la souris qui se met à bouger. Super. Il va sur Google, il cherche heure du coucher de soleil, à quel restaurant je peux trouver. Il va te prendre la réservation du restaurant, la réservation de l'avion, et puis à la fin, il va te proposer un package où absolument tout a été fait. Donc c'est dingue, c'est-à-dire que c'est peut-être ça la prochaine génération d'intelligence artificielle. C'est plus seulement une IA générative qui peut répondre à tes questions, c'est une IA qui va faire des trucs concrètement à ta place. Et c'est vrai que la démo, alors elle est à la fois fascinante, c'est hypnotisant, et en même temps un petit peu effrayant, parce que tu vois ton ordinateur qui se met juste à bouger tout seul, quoi. Tu vois, c'est presque, tu vois, c'est Poltergeist, t'as vraiment la souris qui se met à bouger, les touches, pas les touches du clavier, mais en tout cas tu vois les caractères qui s'inscrivent à l'écran. C'est assez fascinant. Moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça fonctionne aussi bien que dans les démos, il faudra voir. Mais en tout cas la perspective, je trouve assez intéressante. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, si tant est qu'il n'y ait pas d'erreur, parce que les IA génératifs font encore beaucoup d'erreurs. Donc imagine, tu demandes à Ajaccio et tu te retrouves à Milan, par exemple. Tu vois. Sympa aussi Milan. Mais... Avec un coucher de soleil plutôt qu'un lever de soleil. Enfin, tu vois, si tout est inversé... c'est-à-dire que tu as intérêt à vérifier avant de payer. C'est ça. Exactement. En plus, si tu lui donnes ta carte bleue, il va tout régler et comme ça, tout booker. Ouais. Donc, t'as raison. Faut faire gaffe aux hallucinations quand même. C'est une des limites du truc. Donc moi, j'attends de voir quand même un peu. Mais bon. C'est hyper séduisant sur le papier. Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire... Non, mais là où je suis d'accord avec Emmanuel, c'est que je me méfie aussi de l'effet démo, surtout depuis, tu sais, le fameux Rabbit dont on avait beaucoup parlé, qui faisait en fait exactement ça. C'est-à-dire, le petit Rabbit, c'était le petit appareil qui avait fait fureur au dernier CES, petit appareil, une sorte de Tamagotchi, là, et tu lui parlais, et en fait, c'était exactement le même principe. Tu lui donnais des ordres, réserve-moi un VTC, un week-end, je sais pas où, et il le faisait à ta place. Et ceux qui ont reçu l'appareil, globalement, ça se passait pas si bien que ça. En tout cas, au départ, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, tu vois, mais les premiers retours étaient pas. Ouais, c'est peut-être pire. Ouais, c'était pas extraordinaire. Moi, je pense que tout ça va s'améliorer. L'IA générative, évidemment, ne cesse de s'améliorer. C'est jour après jour, donc évidemment qu'on va y arriver à un moment. Peut-être que les premières versions, faudra un petit peu s'en méfier, quoi. Ouais, mais tu compares Rabbit à Google, on joue pas dans la même cour. T'as raison, c'est sûr. Et puis Google, c'est quand même des spécialistes du shopping. Il y a des enjeux énormes pour eux. Je pense qu'ils ont dû tout checker, tout vérifier avant. Quand ils proposeront de manière, on va dire, massive cette fonctionnalité, parce que en fait, c'est leur image qui est en jeu, et deux, leur business, tu vois, parce que demain, tu reprends ton exemple de week-end à Ajaccio, hop là, Google va se prendre une petite com sur tout ce qui va se passer, tu vois. Ça ne sera pas gratuit, ça c'est certain, oui. Ouais, c'est clair. Donc, je pense que comme il y a du business derrière tout ça, ils vont accélérer, ils vont faire attention, tu vois. Je pense que c'est un truc, en tout cas, qu'on pourra voir en démo publique non accidentelle à la prochaine Google I.O. C'est le genre de truc. Bien sûr. Donc mais en plus, ça va pas être les seuls. Non, mais on sait qu'il y a Claude qui travaille là-dessus, Anthropic. On sait qu'il y a, mais même Amazon dont on parlait. Alors Anthropic, effectivement, donc Amazon est lié à Anthropic, mais tout le but des nouvelles générations, à la base d'ailleurs des petites enceintes connectées, c'était de faire du voice shopping. Donc c'était ça en fait, c'était de dire qu'est-ce qui me manque dans mon frigo, commande-moi, fais-moi une commande à l'identique, retrouve ce qui me manque et puis et puis je veux faire une tarte aux pommes, donc commande-moi les ingrédients. Et en fait, c'était vraiment ça l'enjeu. Ça a complètement foiré parce que l'IA était pas au point. Là, si l'IA fonctionne, en fait, tout le monde va y aller. Clairement, là, on va avoir des applications très concrètes et qui vont être distribuées à des centaines de millions de personnes. C'est ce qui manque à l'IA générative, qui arrive à bien s'exprimer, à vous raconter des histoires, et on y croit, mais elle n'arrive pas à agir. Ouais.
Oui. Et le jour où elle agira, le jour où elle dira ok, est-ce que je peux commander tes billets d'avion, j'ai trouvé le meilleur prix, si tu pars un petit peu plus tôt tu peux économiser, etc., etc. Et là on dira ok et elle commande ton billet, là ça sera la révolution quand même. Et ça va sans doute pas tarder à arriver, je pense. Ça peut arriver, oui. Ouais. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais ça va arriver, oui. Tiens, j'en profite puisque la semaine prochaine nous aurons une nuit de l'IA sur BFM Business que je suis en train de vous préparer. Et petit scoop, nous aurons un porte-parole d'OpenAI, un francophone, qui s'appelle Romain Huette, qui s'occupe de toute l'expérience développeur de chez OpenAI. C'est une figure montante. Ça fait plus d'1 an qu'il est là-bas. Et pendant quasiment une demi-heure, il va répondre à toutes mes questions sur à la fois l'histoire d'OpenAI, la stratégie et tout ce qui touche en fait à l'IA générative. Donc ce sera dans la nuit de l'IA. On l'a jamais entendu ce monsieur-là. Enfin, on l'a jamais eu. Un petit peu, on l'a mais eu. pas beaucoup. Ah ouais, pas beaucoup parce qu'en fait, il est basé à San Francisco. Bah oui, bien sûr. Il vient rarement en France. Là, il est venu parce que en fait, OpenAI ouvre des locaux à Paris ces jours-ci. Donc c'est pour ça qu'il a fait le déplacement et on l'a chopé au passage. Ce sera dans la nuit de l'IA la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'on va vous retrouver dans quelques instants, juste après la stratégie maison connectée de Laura Merlin pour notre petit module bonus. Et oui, comme chaque semaine. Et on va parler de la création d'une nouvelle startup avec des personnalités de la tech française que vous connaissez. Voilà, on n'en dit pas plus. À tout à l'heure donc. Et vous restez avec nous, bien sûr. Tout de suite, on s'intéresse à la maison connectée de Laura Merlin. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.